Bienvenue au Printemps des technologies, bienvenue surtout à ceux qui rejoignent ce bel événement qui a été concocté par la revue politique et parlementaire en partenariat avec la ville de Saint-Raphaël. Alors le thème, c'est économie, technologie et développement. C'est forcément vaste, mais vous allez voir que c'est passionnant parce qu'on va rentrer dans le cœur du sujet à travers des exemples très concrets qui, j'en suis sûre, bien entendu, vont susciter pas mal de questions à la fin de cette grosse demi-heure de débat et de conversation avec mes invités. Alors, il y a avec moi Dominique Leglu, qui est ex-directrice et éditoriale de Sciences et Avenir, la recherche, et puis Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous enseignez la géopolitique à l'École des hautes études internationales et politiques, donc d'un côté un géopolitologue et puis de l'autre une scientifique jusqu'au bout des ongles. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous, Emmanuel Dupuis, vous allez aborder le conflit en Ukraine, le conflit en République démocratique du Congo, dont je suis sûr que dans la salle, pas un d'entre vous n'est capable de me dire de quoi il s'agit au juste. Eh bien, vous allez voir que dans notre quotidien, on est impacté par ce conflit, qu'il y a vraiment des questions éthiques qui se posent. Dominique Leglu, de son côté, va vous mettre un coup de projecteur sur l'agriculture et la santé. Alors l'agriculture, notamment avec les défis qui tournent autour de la viticulture, qui est sacrément impactée par le changement climatique. Et puis la santé, les leçons à tirer du Covid. Et puis elle va aussi nous parler de ce qu'on appelle la biomodulation et de la pertinence de mettre dans ce sujet, de le penser en termes d'économie, de technologie et de développement. Alors, je vous propose de commencer par le conflit en Ukraine, parce que c'est ce qui parle le plus à chacun d'entre vous, parce que c'est typiquement un conflit qui chamboule nos économies, qui impacte donc le développement, notamment le développement de l'Europe, je fais schématique, et dont la technologie employée pendant la guerre nous oblige aussi à penser la technologie des guerres du futur. Est-ce que je positionne bien le sujet, Emmanuel Dupuis? Oui, Véronique, vous résumez le propos. Et justement, avec ce jeu du sparring partner avec ma collègue, je vais essayer d'être le plus interactif possible. Ça va être compliqué parce que l'agriculture et la viticulture, c'est un petit peu éloigné d'une situation qui malheureusement est une situation dramatique. Ce conflit en Ukraine est un conflit de longue durée. Il n'a pas seulement commencé le 24 février 2022, il a commencé il y a une dizaine d'années, mais il nous dit beaucoup de choses sur ce que nous sommes, ou pire, ce que nous n'arrivons pas à être, c'est-à-dire une puissance de régulation, une puissance qui permet de penser notre autonomie stratégique. Le président de la République, Emmanuel Macron, le rappelle souvent, nous avons besoin de penser notre défense pour nous-mêmes, pour éviter que ce conflit, qui est un conflit européen, parce qu'il a lieu sur le territoire européen, n'impacte nos économies, ne change notre modalité de fonctionner, ou notre système de gouvernance, et bien évidemment nous oblige à repenser l'impensé, c'est-à-dire le fait que l'Europe peut de nouveau être en guerre, alors que nous avons créé un système assez fonctionnel depuis maintenant 70 ans pour précisément éviter une conflictualité mondiale sur le territoire européen. Je vous arrête, Emmanuel. Est-ce que ça veut dire que, de nouveau, on se met à penser ou à raisonner au sujet de l'économie en rapport rapport de puissance, justement, entre des pays? Est-ce qu'on avait oublié à quel point l'économie pouvait être une arme? Ou finalement, ça l'a toujours été et on fait mine de le redécouvrir à travers ce conflit en Ukraine? Le conflit en Ukraine nous oblige à repenser notre économie, non pas dans une économie de guerre, je n'irai pas jusque-là, mais une économie de puissance. Une économie de puissance, c'est tout simple, c'est investir dans des technologies, investir dans du matériel militaire, mettre le centime d'euro près le plus justement investi pour éviter que nous soyons un jour dans la situation de devoir nous défendre comme l'ont été le brave peuple ukrainien depuis une dizaine d'années. Donc, effectivement, cela nous oblige à repenser notre gouvernance politique. Est-ce que l'Union européenne en tant que telle, les 27 membres de l'Union européenne, sont suffisamment mûrs, sont suffisamment consensuels pour être en conscience prêts à défendre le territoire européen? Le Conseil européen de jeudi dernier a montré que tel n'était pas le cas. Donc il faut peut-être repenser la manière dont les pays européens se pensent comme puissance, non pas à 27, mais dans un nombre plus réduit d'États. On appelle ça la coalition des volontaires, ou les États qui veulent, ou les États qui peuvent. Pendant très longtemps, on a appelé ça l'Europe à géométrie variable, avec un certain nombre de pays qui vont entraîner les autres, en conscience,
en rappelant qu'un certain nombre de pays ont peut-être une histoire conflictuelle qui est plus pertinente car ils font face à une adversité géographique, les pays de ce qu'on appelait autrefois le bloc soviétique ou les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale. Rappeler que du côté de l'Europe occidentale, nous faisons face à des adversités, nous faisons face à des menaces qui ne sont pas seulement liées à un État, mais qui sont liées aussi à des menaces asymétriques et qu'il ne faudrait surtout pas déshabiller Pierre pour habiller Paul et ne pas oublier que nous faisons aussi face à des menaces terroristes en sein même de nos territoires nationaux, et plus particulièrement en France depuis la résurgence du terrorisme islamique à partir de 2013, et puis bien évidemment partir du principe que, et je reprends le propos de mon collègue professeur à HEIP, le général Vatin-Augouard, penser le conflit de demain, pas les conflits d'aujourd'hui, car nous n'avons pas suffisamment anticipé ces conflits, c'est la raison pour laquelle nous sommes finalement dépendants d'une alliance de sécurité qui est l'OTAN, dont on voit bien que si le principal pourvoyeur d'armes, le principal financier, les États-Unis, pour ne pas les citer, ne sont pas présents, ben nous nous retrouvons finalement en situation de faiblesse et en situation de devoir penser notre Europe de la défense pour les 10, 15 et plus d'années à venir. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir des politiques qui sont un petit peu dépassées, pour ne pas dire le président de la République, parce qu'effectivement, quand il parle de réarmement, d'économie, pour se réarmer, il n'emploie jamais le mot de technologie. Alors certes, ce n'est pas a priori ce qu'on lui demande, évidemment, il se place un petit peu au-dessus de la mêlée, mais quand je vois que hier on a François Bayrou qui fait la promotion des canons César à Vierzon, quand d'autres nous parlent déjà de drones et nous disent que la guerre de demain... est-ce qu'on est outillé pour penser la guerre de demain en France? Et est-ce que donc l'Ukraine ne nous pousse pas dans nos retranchements pour être en capacité d'imaginer la guerre du futur? Je crois que le propos du président de la République et celui du Premier ministre visait à réveiller les consciences, comme quoi la défense, c'est avant tout l'apanage de chacun d'entre nous, ce qu'on appelle les forces morales. Donc c'est à la fois des systèmes d'armes, mais surtout la volonté de défendre ou d'utiliser potentiellement ces systèmes d'armes. Le président de la République fait souvent référence à Thucydide en disant que l'important, ce n'est pas tellement la capacité de franchir la muraille, mais c'est de la défendre. Et donc d'être très résilient, chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que ce que l'Ukraine nous apprend, c'est justement la manière dont les conflits vont se dérouler dans le futur. Une accélération du lien entre la technologie, entre la qualité des matériels militaires et la quantité des matériels militaires. Une coagulation entre la guerre cinétique, la guerre qui se mène à l'ancienne, on l'a beaucoup dit sur un certain nombre de plateaux que nous fréquentons les uns et les autres, en rappelant ce que fut la très grande violence du conflit au début de l'opération militaire lancée par la Russie, qui rappelle quand même 1916, le chemin des dames, qui rappelle beaucoup la Première Guerre mondiale et la manière dont l'artillerie a été utilisée. Mais en même temps, c'est un conflit du futur, car c'est un conflit par dérivation, par hybridation. Un conflit qui, d'une certaine façon, met la guerre dématérialisée, donc la guerre hybride, au cœur même d'une réflexion. Et ce qui nous ramène à la pensée que nous avons, nous, en France, de penser les conflits, non pas à l'ancienne, dans le brouillard de la guerre, aurait dit le général Karl von Clausewitz, mais dans une autre dimension. Pendant très longtemps, on a pensé la guerre dans une forme de continuité temporelle. On passait de la paix à une conflictualité qui nous préparait à une guerre. Or, aujourd'hui, tout est interconnecté. La contestation, la compétition et l'affrontement se déroulent en même temps. Ce qui veut dire que nous avons des alliés qui ne vont pas forcément être là tout le temps pour nous protéger et que nous avons des contendeurs qui, parfois, peuvent devenir des partenaires stratégiques. Et donc, ça nécessite de réfléchir à la complexité. Ça nécessite donc de partir du principe que ce qui permet à un État comme notre pays de se penser en paix, c'est de ne pas désigner l'adversaire. Vous voyez là où je veux en venir, puisque le président de la République a, semble-t-il, désigné notre adversaire, qui serait un adversaire, finalement, que nous avons en face de nous, alors que ce n'est pas le seul de nos adversaires. Et donc je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit que ce conflit en Ukraine remet en cause un certain nombre de nos paradigmes, un certain nombre de nos certitudes, mais il y en a une qui ne peut pas être remise en cause, c'est celui de l'ambiguïté.
Nous ne devons pas dire ce sur quoi nous investissons, et je réponds à votre question par rapport à François Bayrou, c'est de dire que nous augmentons la capacité de production d'armement. Quand il y avait encore, il y a 5 ans, un Rafale qui était produit par mois, il y en aura désormais 2 ou 3, car le carnet de commandes est plein. C'est évidemment vrai pour les canons César, de 2 à 8 d'ici 2025, pour nous préparer non seulement à nous protéger, nous, notre intégrité territoriale, mais surtout à être au moment précis des alliés fidèles pour assurer la sécurité de l'ensemble de nos partenaires, et l'Ukraine en fait partie. Oui, juste une précision, quand vous avez parlé de guerre hybride, c'est très intéressant parce que les Ukrainiens n'ont pas pu contenir les dernières forces russes quand les Américains leur ont dit « on arrête de vous livrer du renseignement ». Les Ukrainiens se sont retrouvés complètement aveugles puisqu'ils n'avaient plus de connexion, ils n'avaient plus les Américains pour leur dire « c'est là qu'il faut frapper », etc., etc. Donc ça, effectivement, c'est nouveau dans la guerre d'aujourd'hui. Et dans la technologie à laquelle il faut penser, même pour nous, Français, à développer pour préparer la guerre de demain, effectivement. Ça n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. La guerre en Irak, c'était ça déjà? Oui, le chancelier Bismarck avait cette formule qui, je crois, est particulièrement d'actualité. La guerre sans les armes, c'est un petit peu comme la musique sans les instruments. À un moment ou à un autre, quand on fait la guerre, il faut avoir des moyens de se protéger ou d'être dans une logique offensive. Mais je vais plus loin par rapport à ce que vous dites sur l'hybridité, parce que l'exemple que vous citez est exemplaire, non seulement parce que les États-Unis, en ne livrant pas les informations en amont, les anglo-saxons appellent ça les enablers, c'est-à-dire les capacitants, la capacité de donner du renseignement pour pouvoir frapper là où votre ennemi va envoyer ou d'où les missiles partent. Mais c'est plus subtil, car désormais c'est la dimension informationnelle. C'est non seulement la dimension du renseignement, mais c'est la manière dont on va influencer le cœur et les esprits qui va déterminer l'efficacité donc du combat qui est mené. Quand les États-Unis disent que les Ukrainiens sont encerclés à Koursk, ce n'est pas vrai. Et c'est prouvé de manière scientifique ou de manière opérationnelle. Mais le simple fait qu'ils le disent va jouer sur le moral des Ukrainiens, sur la résilience des Ukrainiens, qui se disent « Ah, on nous dit que nous sommes encerclés, donc ça doit être vrai ». Et ça, c'est beaucoup plus subtil. Et ça rentre dans une logique de guerre cognitive qui est particulièrement difficile à appréhender, car nous la découvrons, nous, alors que nos contendeurs en jouent depuis une dizaine d'années. Et donc, je termine mon propos liminaire par rapport à votre question, c'est que nous devons rattraper beaucoup plus rapidement que nous ne l'aurions souhaité, que nous l'aurions voulu, une réalité stratégique qui se rappelle à notre mauvaise volonté ou notre incapacité à être résilient. Oui, merci beaucoup Emmanuel Dupuis. On comprend bien avec cet exemple en Ukraine l'implication entre économie, technologie et le développement dont nous devrions être capables. D'ailleurs, c'est assez passionnant de se dire qu'il faudrait justement des forces vives pour être à l'œuvre, pour penser ce développement et ce réarmement. Alors vous, Dominique Leglu, passons à des choses tout aussi pragmatiques et concrètes. L'agriculture, vous vouliez vous arrêter sur l'agriculture et surtout sur la viticulture à l'heure du changement climatique. Effectivement, je vous propose de prendre un drone mental pour revenir depuis le front de l'Est, ici, sur notre territoire. Et je remercie les orateurs d'hier et de tout à l'heure. Hier, parce que, et vous êtes là, Gilles, vous avez parlé du court terme, du moyen terme et du long terme pour les entreprises. Vous allez comprendre pourquoi je rappelle cela. Aujourd'hui, Stéphane Rosès et Pierre Musso nous ont parlé des différences dans la culture, ou dans la façon dont nous prenions en tête les technologies, la technologie, les techniques, avec parfois, quand on est en Californie, du comment. Ici, on est plutôt dans le pourquoi. Et puis on se dit combien. On se dit combien. Et ont été cités aussi ces termes données, algorithmes, deep learning, apprentissage. Alors voilà. Le vin.
des petits chiffres. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas trop. Je cite Statista, nous disant que le vin est plus qu'une industrie. C'était le terme d'une rencontre précédente. Le vin est plus qu'une industrie en France, mais un patrimoine à plus de 30 milliards d'euros d'ici 2028. Alors, vous voyez, il y a tout dedans. Patrimoine, ça veut dire qu'on regarde, on s'intéresse à ce qui va se passer demain pour le vin en France, pas seulement parce que c'est un marché, mais c'est parce que c'est dans notre culture. Et puis, je ne sais plus si c'est Stéphane Rosès qui a parlé des Gaulois tout à l'heure, mais voilà, pouf, on est à la fois, depuis les Gaulois, les Romains, jusqu'à ici. Et vous avez tous vu des amphores quand vous êtes allés visiter des musées en Méditerranée. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, vous le savez, ou vous ne le savez pas tout à fait, quand on parle des consommateurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils aiment de moins en moins les vins rouges trop forts. À midi, j'ai bu, très peu, parce que je voulais quand même être capable de vous parler, du 14 degrés. Il me semble que quand j'étais petite, on était plutôt à du 12,5. Pendant longtemps, vous vous doutez que je ne suis pas une spécialiste viticole, mais enfin, j'ai lu quelque chose. Pendant longtemps, on s'est préoccupé de la surmaturation des raisins. Le problème, c'est que maintenant, ça va se faire naturellement avec le changement climatique. Et est-ce qu'on va le contrôler? Et c'est là que ça se complique. Parce que le consommateur, j'y reviens, que voit-on? Alors, si on franchit l'Atlantique, on risque de voir du 200% de taxes. C'est pas bon, ça. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas reconsulté, peut-être tu l'as fait, Véronique, les dernières nouvelles. Mais bon, ça veut dire qu'il faut s'adapter de multiples manières. Et avec le changement climatique, il est en train de s'imposer. Ça veut dire quoi? C'est une aubaine ou c'est un danger? Je vous ai déjà donné une petite clé avec cette histoire de consommateur. Qu'observe-t-on? Les plus jeunes générations qui consomment plus de bière, beaucoup de soda, ont les goûts qui changent. Et d'une certaine façon, alors je crois qu'il y a pas mal de rosés dans le secteur. Les rosés ont de quoi se débrouiller. Encore faut-il qu'ils soient un petit peu plus acidifiés. Les blancs aussi. Et on se rend compte qu'il va falloir effectivement se poser beaucoup de questions de moyen et long terme. En l'occurrence, il faut faire même du basique, du fondamental. Et je ne suis pas en train de parler d'Audiard, là. Ce que je veux dire, et ça rejoint aussi quelque chose que nous a dit hier Fabrice Imperiali de l'Agence nationale de la recherche. Il faut vraiment penser à tout intégrer, depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'à la vente aux consommateurs. Et ça veut dire aussi faire plein d'expériences, accumuler des données. Lesquelles? Écoutez, moi, quand je regarde ce livre de l'édition Quae, vous inquiétez pas, je n'ai pas de lien d'intérêt. Vie, vin et changement climatique. Après, une étude qui s'appelle La Cave. Ça ne s'invente pas, ça. Mais LA2CAVE, qui a duré plus de 10 ans. Beaucoup de chercheurs. Je ne les ai pas recomptés. Il doit y en avoir une bonne cinquantaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut faire évoluer nos vins, alors même qu'à cette heure-ci, on est en train d'arracher 10% du vignoble bordelais, si je ne me trompe? Alors, mais ne riez pas. Mieux modéliser
le fonctionnement et l'architecture des racines de la vigne. Ça, c'est du fondamental, n'est-ce pas? Et puis en plus, c'est souterrain. Étudier in silico, autrement dit pas dans la terre, mais dans le labo, le comportement des différents cépages dans des environnements variés, et notamment quand la température de cet environnement augmente. Faire une meilleure description des sols, c'est un enjeu majeur. Alors, peut-être que la bonne nouvelle, c'est que la vigne est bonne fille. Elle pousse à plein d'endroits, dont des cailloux pas possibles. Mais il faut quand même savoir exactement comment. Parce que, toujours pareil, au bout du compte, il faudra qu'il soit acheté ces milliers d'hectolitres et pas répandu pour être jeté. Donc il va falloir faire, et c'est en train d'être fait, des bases de données qu'il faut savoir traiter. Donc vous avez compris, sol, climat, données sur le climat, locaux, hein, parce que c'est bien joli de parler de la France, mais entre le Pays Basque, ici, et les Hauts-de-France, et la Bretagne, et Strasbourg, ça diffère. Donc les climats locaux, se renseigner, accumuler les données. Vous avez des plateformes, vous avez entendu parler beaucoup de plateformes ces jours-ci. Vous vous dites, mais elles sont où ces plateformes? C'est des endroits sur lesquels vous pouvez trouver des sites. Et ben, par exemple, il y en a un qui s'appelle Open Fluid, en bon français évidemment, -project.org, qui vous donne par exemple des seuils de réponse à la contrainte hydrique. En bon français, ça veut dire s'il ne pleut plus, comment ça pousse? Et s'il pleut trop, comment ça pousse? Aujourd'hui, vous y avez tous assisté, parce que si vous avez un jardin, vous voyez que vos arbres fleurissent plus tôt. On s'intéresse évidemment à ce qui s'appelle, alors en langage savant, la phénologie. Autrement dit, quand une plante débourre-t-elle? C'est pas joli ce mot, hein, mais enfin, ça correspond à quelque chose. Ça veut dire, une fois que le bourgeon a commencé à grandir, il devient fragile. Si derrière vous avez une gelée, ça ne va pas du tout. Ni fruits, ni vin. Tout cela, c'est des choses qu'il va falloir patiemment. Ça commence, hein, ça commence, hein, faut pas croire. Il faut les accumuler, il faut les comprendre. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est le général, puissance sans sens. Non, c'est qu'il a dit n'est que ruine de l'homme. Mais voilà, accumuler des données, d'accord. Analyser, d'accord. Mais après, donner du sens à tous ceux qui vont faire pousser cette vigne et leur donner des conseils. On y est. Et c'est pour un marché. On est encore, je crois, on est le troisième marché. Hein, on est le troisième marché. Je parle sous le contrôle de Stéphane Rosès qui opine du chef. Ça fait beaucoup de milliards. Hein. Je peux vous citer d'autres chiffres si vous voulez. Hein. Je crois qu'en 2024, on a fait en vin exporter 2,4 milliards d'euros. En Champagne, là, je ne suis plus très sûre du chiffre, mais c'est du 1,6 ou quelque chose comme ça. Cognac. Tout ça est important, et vous l'avez compris. Ce n'est pas seulement du marché, c'est notre patrimoine. Et c'est pour ça que ça nous importe. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Et c'est pour ça qu'il faut être résolument optimiste. Et l'optimisme de la volonté, je suis pour. Mais je peux vous parler d'autres choses si vous voulez. D'oléagineux ou de céréales, si vous voulez. Mais je suis sous le contrôle de Véronique. Oui, Dominique Leglu, merci vraiment pour ce panorama. On comprend bien tous les enjeux en ce qui concerne la vigne et le réchauffement climatique. Juste en 2 mots avant de continuer, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur le thème, hein, mine de rien. Est-ce qu'il y a eu
une entreprise en France qui a vraiment pris conscience de tous les enjeux que vous nous avez présentés et qui compte faire en sorte d'œuvrer à un développement pour préserver notre vigne. Ce que j'aimerais... En misant sur la technologie, bien entendu. Oui, ce à quoi j'aimerais... et c'est un peu la suite, et ce que je voulais raconter sur les plantes, c'est que tu as, et ce n'est pas assez connu, tu as des instituts en France qui sont intermédiaires entre la recherche la plus fondamentale, comme au CNRS, comme évidemment à l'INRA, pour l'agriculture ou l'environnement, ou bien l'IFREMER, quand vous vous intéressez aux océans. Cette année, à Nice, vous allez avoir la grande conférence sur les océans. C'est ces instituts Carnot qui veulent faire le joint entre la recherche la plus fondamentale, je n'ai pas cité les universités, mais bien sûr, elles y sont quand elles font de la recherche aussi, et les collectivités locales, les entreprises qui ont besoin, qui n'ont pas fait forcément la recherche et le développement eux-mêmes. Donc, ces instituts, ils peuvent passer, et je voulais ça peut susciter des vocations. Pour ceux qui sont dans la salle, ça peut susciter des métiers, ça peut susciter des vocations, parce qu'on est dans un pays de vin, effectivement. Oui, et ça vaut la peine. Par exemple, je vais vous en citer un, parce que, qui s'appelle Plant2 Pro. Ça s'écrit P-L-A-N-T, 2 P-R-O. Ça veut dire de la plante aux professionnels. Le to, c'est pour T-O en anglais. Mais bon, c'est écrit comme ça. Ces gens observent les transformations, alors vous avez compris, à cause du climat, des plantes elles-mêmes, mais aussi des sols, et que dire aux professionnels? Si vous allez sur un site comme celui-là, qui a évidemment, comme tous les sites, beaucoup de branches, vous pourrez découvrir la façon même dont on envisage une évolution technique, mais liée à des vrais besoins. Alors, je ne sais plus si on a évoqué les termes à la mode, plus qu'à la mode, de souveraineté, mais on y est en plein. Et quand vous disiez, Emmanuel, tout à l'heure, on est bien éloigné, je ne sais plus, conflit éloigné, mais alors moi, à quoi je pense? C'est que le jour si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, la question agricole, elle est juste fondamentale. Et on sait qu'au niveau européen... les agriculteurs français n'en veulent pas. Si vous le voulez bien, Dominique, on va se diriger du vin français aux minerais en République démocratique du Congo. Alors là aussi, on prend un drone et on fait presque le tour de la Terre. Emmanuel Dupuis. Parce que c'est important si on veut aborder tous les thèmes d'avancée. Et ce qui est passionnant, c'est que vous nous dites, cette guerre qui est complètement oubliée et dont tout le monde se moque, disons les choses, parce qu'elle est même peu médiatisée. Vous connaissez bien ces pays-là parce que vous y rendez. Et passionnante parce que c'est une guerre par procuration pour notre bien-être en termes de technologie, puisque les minerais qui sont exploités là-bas servent à construire des batteries électriques, servent à construire nos téléphones portables. Donc, expliquez-nous ce qui se passe et les enjeux en termes d'économie, de technologie et de développement. Alors, peu de temps qu'il nous reste, ça va être compliqué. Oui, parce qu'on va prendre des questions dans la salle et il faut encore que Dominique Leglu nous parle de photobiomodulation. Voilà, photobiomodulation, vous allez voir. Alors, la RDC. En quelques minutes, ça peut paraître très loin, la RDC, mais c'est en même temps au cœur de notre quotidien. Vous l'avez mentionné, nous sommes dans une économie qui n'est pas encore décarbonée, mais nous sommes dans une économie digitale. Et nous sommes rentrés dans l'économie de l'intelligence avec l'intelligence artificielle. Or, il se trouve que c'est un peu un scandale minier dont il est question que deux pays, un des pays le plus grand sur le continent africain, la République démocratique du Congo, et un pays, lui aussi enclavé, le Rwanda, beaucoup plus petit, 100 millions d'habitants d'un côté, 13 millions de l'autre, avec un taux de croissance supérieur pour Goliath, c'est-à-dire le Rwanda, près de 10%, et un pays qui, depuis son indépendance en 1963, n'est pas sorti du développement, n'est pas rentré suffisamment dans le développement. Donc en fait, ça pose plusieurs questions, un peu comme sur la question ukrainienne, de modernité et de
continuité des difficultés de gouvernance, de corruption, de kleptocratie, d'incapacité à penser le rapport entre le centre et la périphérie, avec plus de 5 à 6 000 kilomètres entre une capitale qui se situe à plusieurs milliers de kilomètres de 60% de son PIB, c'est-à-dire là où se trouvent les richesses que vous évoquiez. Alors, cette particularité vient du fait que depuis maintenant 30 ans, on n'a pas, nous, communauté internationale, suffisamment été en capacité de dire un fait qui malheureusement est lié à ce que l'on peut aussi envisager dans un thème plus large, on y reviendra peut-être ce soir avec Boualem Sansal, la rente mémorielle. Car c'est vrai que nous devons avoir à l'esprit qu'en 1994, il y a eu un génocide au Rwanda qui a occasionné la mort tragique de 800 000 Tutsis qui ont été massacrés pendant 4 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout excuser depuis cette période. Et que le relativisme en relations internationales est très pervers. Car si nous dénonçons à juste titre l'agression d'un État vis-à-vis d'un autre, vous voyez là où je veux en venir, car nous avons été prompts à mobiliser moyens financiers, moyens militaires. Nous sommes quasiment unanimes dans l'idée qu'il faille faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne pour lui permettre de se garantir sa sécurité sur le long terme. Mais le thème dont nous parlons est exactement le même, car il y a bien un pays agressé, la République démocratique du Congo, par un pays voisin qui a franchi des frontières internationalement reconnues. Donc vous voyez, je reviens pour que les gens comprennent bien, qui s'affranchit de cette frontière pour piller les minerais. Voilà, Paul Kagame nous dit qu'il n'y est pour rien, mais enfin, ce sont quand même les troupes rebelles du M23 qui sont quand même en sous-main, influencés par les Rwandais, pour faire court. Et donc, on a quand même une partie de la République démocratique du Congo qui est pillée. La question est, est-ce que la communauté internationale ne dit rien à cause de la rente mémorielle, mais aussi parce qu'elle a besoin de ces ressources ? Non ? Comment ça se passe finalement ? C'est un petit peu les deux. Alors vous avez raison de le rappeler, je ne veux pas faire mon universitaire de service, mais je vous donne quand même quelques chiffres qui permettent d'étayer la réflexion que nous avons aujourd'hui. 80% des réserves mondiales de coltan se situent dans le sud Kivu. C'est précisément là où depuis un mois, le Rwanda aide un mouvement de rebelles composé de Tutsis congolais qui ont donc pénétré sur le territoire de la RDC. Il se trouve que dans ce même nord et sud Kivu, vous avez 70% des réserves de cobalt, 40% des réserves de tantal. Tous ces matériaux dont nous avons besoin non seulement pour notre vie quotidienne, mais pour nos missiles, nos avions de combat, nos voitures, nos piles et batteries de voitures électriques, dont à l'horizon 2035, nous allons être obligés d'avoir recours. Donc, d'une certaine manière, c'est à la fois une forme de fatalité qui s'abat sur la RDC. Depuis 30 ans, la communauté internationale y a déployé des troupes, l'ONU, qui a été incapable d'empêcher ce conflit. Donc c'est un conflit, d'une certaine manière, d'une conflictualité malheureusement résiduelle, mais ça dit aussi beaucoup sur les rapports de force d'aujourd'hui. En quelques mots, les petits États sont tout aussi puissants que les États démographiquement massifs, 13 millions d'un côté, 100 millions de l'autre. Le Rwanda jouit d'une proximité qu'elle a nouée avec un certain nombre de pays qui la soutiennent mordicus dans toutes les résolutions onusiennes. Le Qatar, la Turquie, Israël. Et les États-Unis, je précise également. Donc avec l'idée selon laquelle, si nous n'y prêtons pas attention, le relativisme va saper le principe du droit. Car nous ne pouvons pas être disserts, allants pour dire c'est inacceptable de ne pas soutenir l'Ukraine et de ne rien dire sur la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est ça, en fait, qui pour moi est très préoccupant. Deuxième élément sur lequel je voudrais appuyer, mais vraiment 30 secondes, 1 minute. La manière dont ce conflit nous dit beaucoup de choses sur les problèmes que les pays africains n'ont pas voulu ou n'ont pas su appréhender par eux-mêmes. Car c'est une question qui lie le Rwanda et les 9 pays, la République démocratique du Congo et les 9 pays autour, mais depuis 1963, l'incapacité à se penser en nation d'un pays qui n'a pas suffisamment peut-être appréhendé à bras-le-corps le principe du rapport entre le centre et la périphérie, la question de l'enclavement ou du désenclavement, la question de la gouvernance.
Je reviens de Kinshasa où j'étais il y a 4-5 jours pour rencontrer le président Tshisekedi. Quelle ne fut notre surprise de constater qu'au moment de l'indépendance, il y avait 180 km de routes goudronnées. Et à l'heure où nous parlons, pas plus de 2000. Donc ça interroge beaucoup la manière dont des responsabilités doivent être prises en compte. Quelle ne fut pas notre surprise de constater que les forces vives de la nation, surtout quand un État est agressé, les forces armées touchent pour un officier $140, quand un parlementaire touche $35 000. Et qui sont les premiers à partir, en tout cas qui ne seront pas là, pour défendre le territoire quand la rébellion ira, j'espère que ce n'est pas un fait inexorable, vers la capitale Kinshasa. Donc ça pose aussi la question dont nous, communauté internationale, nous n'avons pas forcément joué notre rôle et dont les États, la responsabilité gouvernementale de l'un comme de l'autre n'a pas été suffisamment forte pour empêcher ce conflit. Voilà un bon exemple qui montre comment économie et technologie peuvent aussi freiner, même si ce n'est pas forcément toujours la faute aux uns aux autres et que les responsabilités sont diffuses, le développement aussi en Afrique, hein, puisque finalement l'Afrique c'est du perdant-perdant. Alors, on appelle le conflit en RDC le conflit du sang, le conflit... oui, c'est lié aux minéraux de sang. Voilà, les minéraux du sang. Donc, voilà. Ce sont les terres rares, les 17 terres rares qui font partie des 50 matériaux critiques, mais ce n'est pas forcément que ça. C'est aussi le pétrole, c'est aussi le bois, c'est aussi l'or, c'est aussi les diamants. Bref, les richesses que nous allons extraire pour notre bonheur ou notre prospérité. Et ça pose aussi la question du rapport entre le Nord et le Sud, ou le rapport des pays qui veulent rentrer dans le développement et qui n'ont pas pu le faire, car nous avons été un peu, disons, distants dans la capacité de les aider à rentrer dans cette logique de co-développement, où nous sommes toujours, nous, perclus par l'idée qu'il faille aider au développement. Ce n'est pas forcément la même chose. Alors, je suis sûre qu'il va y avoir des questions sur ce thème. Hein. Alors, juste avant de prendre les questions, Dominique Leglu, vous vouliez quand même mettre un petit coup de projecteur, il va falloir faire ça rapidement, sur les suites du Covid, et surtout c'est quelque chose de révolutionnaire, où là aussi s'incarne la dialectique économie, développement, technologie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la photobiomodulation. De quoi s'agit-il ? Pour contextualiser la chose, un rappel. Le vaccin, un des vaccins, ARN, messager ARN, contre le Covid, a été développé, on va dire, en 1 an. Il y a derrière 25 ans de recherche. D'accord ? Voilà. Donc c'est ça, c'est cette profondeur dans le temps qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, il y a des années de recherche dans ce laboratoire qui s'appelle Clinatech, qui est à Grenoble, qui travaille avec le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, que vous connaissez tous, sur une thérapie potentiellement révolutionnaire. Hein ? Le mot révolution, on l'aime en France, hein ? On nous l'a redit. Photobiomodulation. Ça a l'air compliqué comme ça, mais photo, c'est photon. Photon, c'est lumière. Bio, hein, c'est pas seulement le bio que vous achetez au magasin, c'est nous, c'est la biologie. Modulation, pourquoi modulation ? Parce que on va chercher, on est allé chercher, et on a trouvé des ondes, en l'occurrence 2 ondes de lumière. Je vais vous donner les longueurs d'onde comme ça, vous pourrez vérifier après sur votre smartphone si je vous ai dit les bons chiffres. 670 et 810 nanomètres. Avec 2 longueurs d'onde, vous allez exciter nos cellules, cellules du cœur, cellules du cerveau, cellules de peau, photobiomodulation. Et vous ferez quoi en excitant ces cellules ? Vous les reboostez en énergie. C'est-à-dire que ça aide à la cicatrisation, par exemple. Ça aide si vous avez un problème cardiovasculaire majeur et que vous sachiez atteindre avec ce rayonnement
les cellules malades. Et aussi, là, dans la tête, c'est Clinatech, j'ai pas de billes non plus, j'ai pas de lien d'intérêt, je vous le redis. En revanche, il y a des années et des années de recherche derrière. Est-ce que ça va être financé? Ça l'a été. Quel industriel derrière va reprendre la chose? J'ai posé la question aux chercheurs, qui vous disent en plus que pour tester, il leur faut que 3 ans. En général, un essai clinique, hein, sauf effectivement pour le Covid. Oui, mais alors Dominique, 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire? 3 ans, Oui, 3 qu'est-ce que ans. ça veut dire? Il y a des candidats? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, par ces recherches, et ça, moi, j'avais écrit le papier en commençant par ce qui était dit par l'un d'eux, la France est assise sur un tas d'or, mais on ne le sait pas. Et à la fin, j'avais dit oui, le tas d'or, si l'industrie française suit, et si les casques, par exemple, pour vous envoyer ces ondes lumineuses, seront-ils faits en Corée, en Chine ou ailleurs? Et s'ils étaient faits ici? Voilà la question que je pose. C'est ça le développement et l'économie de demain. Et c'est dans la santé. Évidemment, je vous passe les détails qui veulent dire que vous allez monitorer tout ça avec de l'intelligence artificielle, parce que sinon on est reparti pour 1 heure. Et Dominique, il y a évidemment vous nous ouvrez des fenêtres et c'est très très important de comprendre concrètement comment s'illustre notre thématique. Alors, on a peu de temps, mais on va quand même évidemment prendre des questions. Elles sont les bienvenues. Qui souhaite poser une question à Emmanuel Dupuis ou Dominique Leglu par rapport à ce thème, économie, technologie, développement, ou si vous avez des remarques à faire par rapport à ce qui a été dit, bien entendu, s'il vous plaît. C'est le vin et le soleil en Provence. Ben oui, c'est ça. Le vin et le soleil, mais le sol, mais l'eau et le goût du consommateur. Et là... Mais oui, mais quand vous exportez, il faut aussi que vous sachiez comment ça va être pris. Hein. Et ça peut se mesurer. On a eu OpinionWay qui nous a éclairé sur la façon dont on prenait un certain nombre de renseignements, là, sur l'IA. Mais après, si vous regardez ce livre, vous voyez par exemple la méthodologie du réachat, de la redemande, chose qui souvent n'est pas faite dans les enquêtes d'opinion. Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour quel type de produit? Et évidemment, vous avez tous les systèmes où vous goûtez, vous tastez le vin. On connaît ça en France, on aime ça. C'est pour ça que les gens viennent aussi chez nous. Mais pour demain, il y a intérêt à se tenir plus qu'au courant. Vous voyez, on ne contrôlera pas tout, mais au moins recueillir les données fondamentales au début et à la fin, et sur tout le chemin. Des questions dans la salle? Sur l'Ukraine, non? Ah, Stéphane Rosès. Oui, une question pour Dominique. Le rapport des Français à l'alcool est un rapport culturel. J'avais travaillé pour le gouvernement pour mener des campagnes contre l'alcoolisme. Ça ne pouvait pas être similaire aux campagnes contre le tabagisme, parce que boire du vin ensemble, c'est une façon de partager et de reconnaître l'égalité entre soi. De sorte que ceux qui prennent de l'alcool seuls chez eux n'osaient pas le dire dans les réunions de groupe. Est-ce que le danger des data n'est pas, au nom de l'efficacité marketing pour s'adapter au goût du client, peu à peu de perdre à la fois la diversité des vins, des terroirs? Comment s'assurer que l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer le produit et non pas de standardiser la gamme? La deuxième question, c'est pour toi, Emmanuel.
je ne sais plus si je l'ai dit, avec Hollande à l'Élysée, il m'avait dit qu'il était inquiet des relations entre Poutine et Merkel. Et je lui avais dit que ce qui m'avait frappé à ce propos, c'est que Merkel avait dit « Poutine est irrationnel ». Et je crois que du point de vue des Allemands, être irrationnel, puisqu'après 1945, pour les Allemands, ce qui relie les Allemands entre eux, c'est l'économie au travers du respect de l'ordolibéralisme. Elle voulait dire, on noue avec Poutine des relations économiques, il est interdépendant de nous, et néanmoins, il va au conflit, il va à la guerre. Et du coup, j'avais dit, Hollande, non, Poutine n'est pas irrationnel, c'est pas un Allemand, c'est un Russe. Et donc, l'imaginaire russe impérial fait qu'il y a quelque chose de plus décisif encore que l'interdépendance économique. C'est depuis les Ivan le Terrible, les uns, les autres. Alors, ma question est, comment, puisque tu as dit à juste titre que l'invasion russe, il fallait remonter au moins à la Révolution orange et Maïdan, comment tu articules dans le déclenchement de la guerre les questions économiques et les questions culturelles? Je commence, Dominique? Alors, vous vous doutez, répondre à Stéphane Rosès, c'est un défi, un challenge, comme on dit en bon français. D'abord, écoutez, il faudrait peut-être que tous ces gens qui se développent ou veulent se développer, ils écoutent Stéphane Rosès. Bon, vous avez eu la chance de l'entendre. Bon, pour revenir à des choses plus techniques, bien entendu, comme ce qui a été fait par ces chercheurs, continuez à faire goûter. Parce que finalement, vous allez choisir ce que vous aimez, sauf si vous êtes un peu maso. Et il ne faut pas trop s'inquiéter. Il y a une grande multiplicité de terroirs et de cépages et d'hybridation de ces cépages. Ce qu'il y a, c'est que il ne faut pas un déni aujourd'hui des changements qui sont en train de survenir, qu'il s'agisse du goût du consommateur ou du changement climatique. En l'occurrence, ils utilisent le terme de réchauffement. Et comme je vous l'ai cité, la question à la fois du soleil, que signalait monsieur et sa présence, et de l'eau. Mais il y a encore de la diversité. Moi, je ne suis pas trop inquiète. Et puis ceux qui reviennent faire... il y a des jeunes qui reprennent des vignobles. Vous savez, hein, ils sont dans la tradition, ils aiment ça. Et ils veulent faire du bon vin. On ne va pas se plaindre. Je ne nie pas, évidemment, tout ce que vous avez dit sur notre contexte culturel. Malheureusement, il y a encore 46 000 morts par an dus à l'alcoolisme. D'accord. Là aussi, ça, c'est quelque chose à traiter. Mais je ne vais pas partir sur une question de santé maintenant. C'est Véronique qui va me faire la tête. Oui. Emmanuel. Alors, ça me laisse quelques minutes. Je ne vais pas en prendre trop pour répondre à l'excellente question de Stéphane Rosès. Tout pays a une rationalité. Tout leader a une rationalité. Le problème, c'est que nous avons un peu perdu la connaissance de la rationalité des pays orientaux, en nous focalisant sur celle de nos partenaires occidentaux ou transatlantiques. D'ailleurs, aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la rationalité de ces partenaires. Mais pendant près de 80 ans, c'était assez limpide. La guerre étant passée par là, il y avait une amitié solide comme le roc ou solide comme le fer, si vous m'autorisez ce jeu de mots, qui n'était pas remise en cause. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Et nous devons aussi nous la poser parce que, finalement, en tant que géopolitologue, ce que fait Vladimir Poutine aujourd'hui,
Il l'a dit en 2007. Ce que fait ou ce que feront les États-Unis à l'avenir, J.D. Vance l'a dit en février 2023. Moi, je suis toujours très étonné quand on découvre après, mais mon Dieu, nous n'avons pas su déceler les signaux faibles. Or, c'est notre métier de think tanker, de dire quels sont ces signaux faibles. Et si nous le disons depuis 20 ans et que les décideurs politiques disent non, vous êtes des alarmistes, ou alors vous êtes dans une logique qui n'est pas conforme à la réalité que nous voyons, là, il y a une responsabilité politique forte. Alors, pour ceux que cela intéresse, vous avez évidemment Giuliano da Empoli qui a écrit Le Mage du Kremlin. Mais Le Mage du Kremlin s'appuie sur une réalité, sur un homme qui est particulièrement intéressant puisqu'il vient juste de commettre un excellent article, je ne sais pas si on peut faire de la pub ici, dans un hebdomadaire de référence, Vladislav Surkov, qui évoque le fait qu'il y a différentes formes de démocratie, libérale et illibérale, que le principe selon lequel la Russie redécouvre une logique que le président de la République appelle une internationale réactionnaire révisionniste, est d'une certaine façon une réalité depuis 200 ans en Russie, avec cette notion de l'impérialisme, puisque la Russie est une puissance coloniale, évidemment, dans leur étranger proche et dans leur proximité. Donc, en un mot, nous avons une cruelle responsabilité de ne pas avoir dédié l'intelligence, la connaissance, pour essayer de comprendre comment nos partenaires orientaux, nos contendeurs orientaux, russos, chinois, iraniens, turcs, pensent le rapport au monde d'une phrase. Le système international de régulation basé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur le fait que la vertu démocratique, ce que nous appelons les critères de la diversité, de l'environnement et donc de l'intégration ou de la gouvernance, sont balayés par ceux-là même qui ont contribué à créer le système de la gouvernance internationale. Le système de la régulation monétaire et financière, Bretton Woods. Le système de la régulation internationale, le système onusien. Donc nous devons nous interroger pour savoir s'il ne faut pas penser à un système alternatif, mais que nous le pensions par nous-mêmes, dans une forme de triangulation, ni à l'ouest ni à l'est, un peu comme le général de Gaulle le disait en 1966, en disant qu'il y a des puissances impériales, ou comme Raymond Aron le rappelait en 1972, la République impériale d'un côté, la puissance économique, et de l'autre, un puissant lieu d'attractivité idéologique, le centralisme démocratique, qui a pu, sur le continent latino-américain, en Afrique et en Asie, attirer un certain nombre de personnes qui voulaient se séparer de la relation coloniale avec le principe qui sous-tend le système international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'émancipation nationale. Aujourd'hui, ce sont des questions qui sont d'une actualité brûlante, comme elles le furent au moment des indépendances. Donc nous devons aussi nous poser la question de savoir si nous sommes encore un lieu alternatif d'attraction. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis. Merci, Dominique Leglu. Évidemment, on a senti des passionnés. Ça donnera l'objet d'une prochaine conférence. Et je laisse la place, évidemment, au prochain thème. Merci à tous d'être venus et d'avoir été si attentifs pour ce printemps des technologies.